Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie, imaginé et conçu par IRCAM Amplify dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO. Le fil conducteur de ce forum, c'est le Soundtech for Good. Et nous allons maintenant aborder la question de la synthèse vocale. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Étienne Guffroy. Vous êtes directeur de l'information de France Télévisions. Vous avez fait depuis longtemps de la traçabilité de l'information un enjeu majeur avec l'agence France Info, avec les sources des reportages dans les journaux, avec aussi les révélateurs. Mais dans un monde de plus en plus technologique, c'est un sujet toujours plus complexe à aborder. Aujourd'hui, la technologie, l'intelligence artificielle permettent de formidables trucages qui peuvent être utilisés positivement, mais aussi négativement. Et c'est toute la question des deepfakes. Alors d'abord, une question de principe. Il y a quelques années, on se disait on les traite ou on les traite pas dans les rédactions. Il y avait deux options. Aujourd'hui, on les traite et c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. On s'est longtemps posé la question. C'était ce fameux effet Streisand, comme on dit, de savoir si, parce qu'on révèle une arnaque ou une fausse information, nous allons l'amplifier, sans faire de calembour par rapport au lieu où je me trouve, mais surtout se dire que nous allons révéler des choses qui, au fond, devraient rester dans les poubelles de l'information, si je puis me permettre. Au fond, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que la puissance d'accélération, et là, toutes les études scientifiques nous permettent aujourd'hui de l'affirmer de façon extrêmement solide, la puissance d'amplification d'une fausse information nous empêche aujourd'hui de la passer sous silence. Aucun média aujourd'hui ne peut prendre la responsabilité de dire « je ne vais pas parler d'une fausse information, comme ça elle ne sera pas relayée ». Les réseaux sociaux, la connexion permanente et surtout extrêmement, encore une fois, virale au mauvais sens du terme, qu'a une fausse information, fait qu'il est de notre devoir d'en parler et au contraire de viraliser l'antidote ou le médicament qui va nous permettre de démonter une fausse information. Alors, comment aborde-t-on cette question maintenant ? Est-ce que ça modifie profondément les méthodes de travail dans les rédactions ? En tout cas, cela nécessite des moyens et des moyens dédiés, premièrement, deuxièmement et troisièmement, qui soient au cœur et là aussi en connexion permanente avec les journalistes. Pour faire très simple, la vérification de l'information, on en a parlé depuis quelques années, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. J'ai d'abord travaillé à titre individuel en tant que chroniqueur pour aller chercher à démonter des fausses informations. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes passés au stade industriel du démontage de la fausse information, mais en mode positif, de la vérification, de la traçabilité des infos que nous donnons ou que nous apportons à nos publics, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de journalistes, il faut des journalistes et de la technologie, et il faut que tout ce monde, ces services en l'occurrence, et on peut parler des révélateurs, structure que nous avons lancée il y a 4 mois aujourd'hui au sein de France Télévisions, que cette structure soit vraiment au service des journalistes, mais en tant que structure experte, dédiée, parce que, évidemment, je crois profondément à l'idée qu'il faut que l'ensemble d'une communauté journalistique soit au courant, soit bien consciente de ce qu'on a dit, de la viralité des fausses informations, du fait qu'il faut se méfier de ce que nous voyons arriver. Ça, c'est une chose. En revanche, la seconde, c'est-à-dire disposer du temps, des moyens, y compris technologiques, et des recettes, des savoir-faire pour aller débusquer une fausse information, ça c'est du ressort aujourd'hui de l'expertise journalistique, c'est une discipline journalistique et il est important, je pense, quand on en a les moyens, ou en tout cas il faut se doter de ces moyens pour permettre à l'ensemble des journalistes, alors c'est très concret, de se dire tiens, il y a cette image-là qui traîne sur les réseaux sociaux, je traite par exemple d'un séisme au bout du monde, d'un incendie ou d'une agression dont on a parlé, entre le fait que je récupère cette image et le fait que je suis en capacité d'être sûr, absolument sûr, qu'il s'agit du fait que je veux relater, eh bien entre les deux, il faut qu'il y ait une structure, encore une fois, des moyens, des gens, des journalistes et de la technologie pour le vérifier. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui à France Télé. Chaque jour, et ça c'est une bonne nouvelle, ou une mauvaise, j'en sais rien, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire de se dire que tous les jours, il y a des journalistes à France Télé qui envoient un mail ou contactent l'équipe des révélateurs, dont c'est le métier, et les révélateurs passent à leur moulinette technologique l'information, l'image, et puis elles envoient soit une croix rouge, c'est faux, soit un petit V vert, c'est vrai, et donc on utilise ces images dans nos journaux. Et donc au total, ça participe quand même, je pense, d'un enrichissement de ce que nous proposons à nos publics. Parce que là où il y a un principe de précaution dans les médias qui travaillent bien, de se dire « je ne suis pas sûr que c'est une image, donc je ne la donne pas », là aujourd'hui, nous avons davantage de capacité à mettre à disposition du public des images que nous avons piochées sur les réseaux sociaux.
Alors, on parle de vidéo parce qu'aujourd'hui, d'abord, via les réseaux sociaux, c'est forcément ce qui se viralise le plus. Mais la vidéo, il y a du son, il y a des voix de synthèse qui progressent énormément. Comment on aborde cette question ? Alors là, pour le coup, on essaye d'avoir un coup d'avance toujours, ou en tout cas de ne pas se retrouver devant le fait accompli. Alors il se trouve, vous l'avez dit, que moi je connais bien le son et l'audio et la radio, et donc ça fait des années qu'on peut s'attendre, qu'on s'attend et qu'on sait que des tentatives de désinformation par la voix et par l'audio arriveront, et qu'elles pourraient arriver de façon brutale, dangereuse, à l'occasion d'un conflit ou d'une campagne électorale, par exemple. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir à se doter des moyens d'abord technologiques pour conjurer, comme on l'a fait pour l'image, ces risques et ces menaces. C'est-à-dire d'essayer de trouver les moyens, et je le dis, ils sont d'abord technologiques parce que la vidéo aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, par les réseaux sociaux, puis aussi par des outils tout simples que nous utilisons. On utilise Google Maps pour aller vérifier que telle image qui circule peut être recoupée par rapport à des images que l'on trouve sur Google. Bon, sur la voix aujourd'hui, sur l'audio, ça n'existe pas. Nous n'avons pas de référentiel à disposition grand public nous permettant de comparer deux voix. Donc on travaille, on cherche, on réfléchit, mais surtout on se prépare à ce que cela arrive et on sait que cela arrivera, puisque par définition, la voix étant réputée de confiance, je pense que ça pourrait être la reine des arnaques, la fausse voix. Vous craignez plus de l'arnaque individuelle, de l'arnaque collective ? Je crains les deux, parce que les deux arriveront. Alors l'arnaque collective, on va dire que si les rédactions sont conscientes du risque, de la menace, je pense qu'elles vont être capables assez rapidement de la débusquer. Après, l'arnaque individuelle, bon, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui sur le web. C'est le spam vocal ou l'arnaque vocale, je pense, arrivera. Et pour le coup, je pense qu'en l'occurrence, ça dépasse de très très loin la responsabilité des médias. Je pense que c'est une question de responsabilité publique des autorités que de s'y préparer aussi. J'espère qu'elles s'y préparent, je n'en sais rien. Et nous, c'est plutôt dans le registre de l'arnaque, entre guillemets, collective que nous préparons à ce type de... voilà, on imagine une fausse interview, une fausse conversation, une conversation réputée volée qui est mise à disposition des rédactions et dont nous devons nous assurer de la traçabilité. On a vu déjà pendant la crise des Gilets jaunes des vidéos qui circulaient, les appels à manifestation, avec des voix de synthèse pour se masquer. Ça a aussi été un nouvel usage de la voix pour ces appels à la grève. On va aussi regarder les choses positivement. Parce que si on vous a invité, c'est aussi parce que vous avez toujours eu la curiosité de l'innovation dans l'information, dans l'éditorial, que ce soit en radio, en numérique, au Figaro ou à la télévision. Si on se projette un peu, la synthèse vocale, ça va faire évoluer notre relation aux médias et comment ? Je pense que c'est une technique, un ensemble d'outils qui vont nous faire progresser dans la voie d'une tendance globale qui est celle de la personnalisation. Aujourd'hui, des médias innovants, responsables mais innovants, on va dire ça comme ça parce que souvent l'innovation fait peur, sont ceux qui sont capables d'offrir, de proposer, de vendre à leur public, à leurs audiences, des contenus personnalisés. Et donc on personnalise par une newsletter, par un certain nombre de critères qui permettent d'adresser soit des contenus différents, soit des contenus bien présentés à un public déterminé, ciblé. Et je pense que sur la voix, alors c'est sans doute un peu plus prospectif, mais on peut imaginer que la personnalisation d'un contenu audio par une voix de synthèse va permettre d'améliorer cette personnalisation. Je pense que c'est pas être apprenti sorcier que en tout cas l'imaginer. D'abord, il ne faut jamais s'interdire, je pense, d'imaginer des choses. Deuxièmement, se dire que ça n'est pas le pire. Mais troisièmement, se dire qu'on peut parfois même imaginer que, en choisissant une voix de synthèse, parce que le contenu suggérera ou permettra qu'une voix de synthèse le délivre, on choisisse une voix plutôt féminine, masculine, ou une voix, si tant est que des technologies le permettent, soit la restitution d'une voix qu'on connaît, d'une voix familière ou d'une voix que nous aimons à titre professionnel. Ça, je pense que c'est... moi, je pense qu'il faut qu'on pousse, nous, médias, cette question, on la pousse à fond, qu'on y voit aussi les menaces ou les risques
encore une fois, l'honnêteté de l'information. Mais une fois qu'on donne la règle du jeu et qu'on dit à notre public, bon, vous allez pouvoir choisir telle ou telle voie, il n'y a pas de problème, je pense, à l'imaginer. Après, ça fait souvent peur. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'un robot va se substituer à l'homme, c'est pas ça, ou à la femme. Hein. On est plutôt dans la logique du ventriloque, on va dire, qui fait qu'un contenu existe, il est écrit, après il peut passer en voie de synthèse. Ça, dans les rédactions, on arrive à le vendre? Non, aujourd'hui, c'est pas l'état de projet. Ouais. Moi, je parle de façon très prospective. Je pense que collectivement, entre journalistes, managers, responsables de médias, il faut voir cette frontière de la synthèse vocale comme une réalité à terme, et puis se dire qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une technologie avant qu'elle nous tombe dessus ou qu'elle arrive par un acteur qui sera non régulé, qui viendra d'ailleurs de je ne sais quel pays ou de quelque endroit que ce soit. Je pense que c'est à nous, y compris médias publics, de se saisir de cette technologie pour voir ce qu'on peut en faire. Parce que voilà, l'innovation arrive toujours, mais moi je préfère faire en sorte, et c'est compliqué, toujours dans une institution quelle qu'elle soit, de se dire il faut que l'innovation soit chez nous, plutôt que de la subir lorsqu'elle arrive toute faite, plutôt mieux faite, et se retrouver devant le fait accompli. On peut aussi l'imaginer dans la conversation avec le public. On voit aujourd'hui, avec les QR codes par exemple, que l'interactivité se fait. On peut l'imaginer demain peut-être avec les outils conversationnels. C'est le troisième enjeu en fait, entre la traçabilité d'un côté, l'innovation de l'autre, la voie de synthèse. Le troisième, c'est la conversation. Alors d'abord la conversation au sens physique, analogique, traditionnel du terme. Je pense que la voix, l'audio, pour quelque rédaction que ce soit, est un bon vecteur, un bon outil d'ouverture de la rédaction. On voit ce qui se passe en ce moment, plutôt dans des rédactions américaines autour de Twitter Spaces, qui fait que ces grands forums de discussion, soit temporaires, soit permanents, permettent aux rédactions d'interagir avec le public de façon très simple par la voix. Et si l'on ajoute cette couche de la synthèse vocale, du virtuel, là aussi, il y a sans doute des choses à imaginer. Mais là, en l'occurrence, en logique de connexion, et je parle en tant que journaliste, je pense que la frontière vocale par rapport aux rédactions, dans cette idée de la connexion, de l'interconnexion, c'est de se dire, voilà, il y a une conférence de rédaction où il y a une réflexion, quelle qu'elle soit au sein d'une rédac, entre journalistes, comment prendre le pouls du public. Je pense que se dire qu'on ouvre une conversation à bâton rompu via un réseau social, en audio, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. Merci Laurent Guimier, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information de France Télévisions et qu'on vous retrouve aussi dans Élysée 2022 sur France 2. Merci beaucoup.
Comment trouver la bonne voix en matière de synthèse vocale? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Aubin. Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à Sorbonne Université. Vous êtes aussi chercheur au laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son, ici à l'IRCAM. On parlait il y a quelques instants des deepfakes avec Laurent Guimier, avec peut-être un premier constat. L'image de synthèse est un tout petit peu plus en avance que la voix de synthèse? Alors, elle est même beaucoup plus en avance que l'image de synthèse, pour beaucoup de raisons. La première des raisons, c'est que je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est dominé par la vision et par l'image, pour plein de raisons différentes, et que le son est quelque chose qui paraissait secondaire dans ce monde-là. Parce que c'est quelque chose qui est impalpable, c'est quelque chose qui est transitoire, c'est quelque chose qui est plus difficile, qui est intangible. Et donc, les recherches et les innovations technologiques qui ont été menées à travers les années se sont plus focalisées. Il n'y a qu'à voir au cinéma, par exemple. Les images de synthèse existent déjà depuis des dizaines d'années, alors que les sons de synthèse, eux, sont encore rares, et notamment les voix de synthèse. La voix, c'est plus compliqué? Alors la voix, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Parce que déjà, la voix, c'est quelque chose qui nous est intime. Par rapport à l'image, par exemple, et que d'une autre manière, nous sommes plus sensibles plus tolérants aux artefacts sur l'image. On peut regarder un film grossièrement pixelisé sans être vraiment gêné sur le suivi du film, alors qu'un son, et en particulier une voix humaine, le moindre petite dégradation est perçue et sentie comme un artefact synthétique et gênant. On va peut-être dire ce que c'est un artefact, parce qu'on va beaucoup l'entendre dans ce forum. Définition. Alors, dans le cadre de la synthèse, que ce soit de l'image ou du son, un artefact, c'est un élément qui est non naturel, une dégradation du signal, que ce soit de l'image ou du son. Alors, à quel horizon, si on se projette là, on pourra avoir des voix dont on ne va plus percevoir que ce sont des voix de synthèse? Alors, c'est déjà fait. Depuis 2018, une équipe de Google spécialisée sur la voix a publié un article sur leur système qui s'appelle le Tacotron 2, dans lequel ils ont fait une expérience où ils présentaient des voix de synthèse et des voix humaines réelles à des sujets. Et ils demandaient de noter le naturel de ces voix-là. Et c'est la première publication dans la synthèse vocale à travers laquelle les voix de synthèse étaient perçues aussi naturelles que les voix humaines. On va pousser la porte du laboratoire. C'est quoi votre activité? Qu'est-ce que vous faites avec votre équipe? Sur quoi vous travaillez? Alors, dans notre équipe, nous avons une expérience de plus de 40 ans sur la voix. Depuis la création de l'IRCAM, et nous sommes spécialisés donc sur la création de machines parlantes et de manipulation de la voix à des fins artistiques, c'est la mission première de l'IRCAM, bien entendu, mais évidemment ces recherches se sont déplacées avec l'apparition récemment des assistants vocaux, etc., dans un monde beaucoup plus industriel. Et donc nous, ce que nous faisons depuis des années, c'est nous sommes les sorciers du son d'une certaine manière. Nous avons travaillé beaucoup pour manipuler, distordre des voix dans des applications cinématographiques pour créer des voix bestiales, de lions, d'arbres, etc. Et on a de plus en plus de demandes aujourd'hui pour créer des voix humaines de plus en plus réalistes et aussi pour pouvoir les manipuler avec par exemple, modifier les émotions, le ton, le style de la voix pour l'adapter à une situation ou à une utilisation particulière. C'est l'un des enjeux de la synthèse, au-delà de la qualité de la voix, de la perception de la voix, le dialogue, l'émotion, à la fois que la machine va ressentir dans notre voix à nous, et puis l'émotion qu'elle-même peut avoir dans sa voix. Absolument, oui. Alors il y a beaucoup de challenges aujourd'hui sur les voix de synthèse. Vous en avez mentionné deux aspects. La conversation, être capable de générer des voix de synthèse qui soient adaptées au ton de l'interlocuteur, par exemple, pour avoir des agents conversationnels ou pour pouvoir entretenir un dialogue avec une machine, un robot, un agent virtuel, etc. Mais aussi modifier l'émotion de cette voix pour pouvoir produire tel ou tel effet sur l'utilisateur, par exemple. Mais on a également une problématique de voix de synthèse qui puisse s'adapter, donc multilangue,
donc être capable de parler avec sa propre identité vocale, mais dans tout un panel de langues différentes, en anglais, en allemand, en espagnol, en japonais, en chinois, etc. Et de comprendre, parce que parfois on s'arrache les cheveux avec nos enceintes connectées, on leur donne un titre, on a un mauvais anglais, elle ne comprend pas et c'est difficile. c'est un vrai enjeu aussi, ça. Alors tout à fait, oui. Ça, ce sont les limitations de ces systèmes de synthèse et de reconnaissance. C'est la prise ou la modélisation de la diversité des voix, des langues, des dialectes, etc. Donc quand on parle avec un accent régional prononcé en français, on peut être moins bien reconnu par une enceinte connectée, et de la même manière, si on parle avec un fort accent français en anglais, on aura plus de mal à se faire comprendre par son assistant. Alors vous avez entendu tout à l'heure Laurent Guémy attendre de la technologie, des outils pour lutter contre les deepfakes, et notamment sur la voix. Vous avez ces outils, les chercheurs qui font avancer, qui font progresser les voix, travaillent aussi à la détection. Alors nous non. Nous travaillons en collaboration avec des équipes qui sont spécialisées sur la détection des deepfakes et des voix manipulées. Et donc, on travaille en tandem, en fait. Nous travaillons avec l'objectif de réaliser des voix de synthèse ou des voix manipulées les plus réalistes possibles, donc les plus indiscernables possibles pour l'être humain, mais aussi pour la machine. Et d'un autre côté, il y a des équipes de recherche avec lesquelles nous collaborons, qui travaillent justement sur la détection de ces artefacts. Du coup, il faut s'enthousiasmer ou s'inquiéter. Il y a quoi dans l'avenir ? Qu'est-ce qu'on voit déjà arriver ? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce qui va arriver, des applications possibles ? Alors on peut s'enthousiasmer et s'inquiéter en même temps. Tout dépend des usages qu'on va imaginer pour les technologies vocales à l'avenir. Il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes concernant par exemple la contrefaçon de voix, la falsification, on en a parlé tout à l'heure. Donc cloner une identité vocale pour se faire passer au téléphone pour une autre personne, par exemple. Ou aussi... Bon, c'est l'application, c'est l'inquiétude peut-être principale aujourd'hui. Et pour les cas d'usage plus positifs, il y a beaucoup d'applications de voix de synthèse. Par exemple, pour l'aide aux personnes, on peut imaginer des voix de synthèse qui vont s'adapter à l'interlocuteur, c'est-à-dire des personnes âgées qui vont parler plus lentement, plus articulées, etc. Vous m'avez parlé aussi, en matière de santé, de la reconstruction vocale. Absolument, oui. Alors, racontez-nous. Alors, on appelle ça même des prothèses numériques, qui consistent à, pour des personnes qui, pour des raisons pathologiques, perdent l'usage de la voix. Il est possible, en conservant des enregistrements de la voix de cette personne avant la perte de la voix, de créer des voix de synthèse qui conserveront l'identité de cette personne-là. Et c'est évidemment extrêmement important pour la communication de cette personne avec son entourage proche. Une application, on parlait tout à l'heure des modifications de voix, on voit par exemple notre rapport à l'image aujourd'hui avec des réseaux sociaux sur lesquels on met des filtres pour avoir un meilleur teint, pour être plus souriant, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient arriver puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont friands de nouvelles technologies comme ça. Des filtres sur la voix, par exemple ? Alors c'est déjà le cas aussi, pas sur les réseaux sociaux, mais il existe, par exemple, il y a eu une étude par une équipe de l'IRCAM, Jean-Julien Couturier et Pablo Arias, qui ont créé des filtres du sourire pour avoir une voix souriante, Smile in the Voice en anglais. Et donc, on pourrait imaginer, dans un avenir très proche, appliquer donc, ces filtres automatiquement, comme on applique des filtres Instagram sur les visages. Et peut-être même, d'ailleurs, à terme, ça c'est peut-être une utilisation plus inquiétante, faire une modération automatique des comportements humains sur les réseaux sociaux, que ce soit des filtres donc comportementaux de manière générale, mais aussi vocaux, donc pour éviter les insultes ou les comportements agressifs, modifier finalement le ton de la voix. Merci Nicolas Aubin, c'est à la fois passionnant, fascinant. On était ravis de vous recevoir pour cette deuxième édition du Forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son ici à l'IRCAM. Merci. Merci.
One Tech for Good, c'est le fil conducteur de ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie et c'est exactement ce que propose notre nouvelle invitée. Bonjour Mélvine Harlet. Bonjour. Vous êtes directrice de la prévention à la MGEN. Nous allons parler ensemble d'une application qui s'appelle Vocalise et qui permet de prendre soin de sa voix. Première question tout d'abord, les sujets de prévention sont innombrables, j'imagine, pour une mutuelle. Pourquoi s'intéresser particulièrement à la voix ? Pourquoi s'intéresser particulièrement à la voix ? Parce que la voix, c'est un outil qu'on utilise au quotidien, quel que soit notre métier, qu'on soit enseignant, qu'on soit infirmier, qu'on soit soignant, qu'on soit artiste, journaliste. Et pourtant, à part quand on va voir un orthophoniste, on n'en prend pas forcément vraiment soin. Or, ce qu'on a vu, avec notamment les enseignants avec lesquels on travaille et avec nos partenaires orthophonistes, c'est qu'il y avait un véritable besoin de coach vocal en complément du travail qui peut être fait avec les orthophonistes ou même en toute autonomie. D'ailleurs, vous organisez des journées de la voix déjà. Avant de parler de Vocalise, c'est aussi à cette occasion-là que vous vous êtes peut-être dit qu'il y avait quelque chose à faire. Absolument, tout à fait. En fait, on travaille beaucoup sur la question de la voix depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans maintenant, avec les enseignants et avec les orthophonistes. On organise des journées de la voix en présentiel et en distanciel, pour les publics enseignants, mais également pour les publics de la fonction publique hospitalière. Et dans ce cadre-là, on promeut aussi Vocalise. Donc, on permet effectivement de faire un lien entre une relation assez libre avec des professionnels et puis ensuite un entraînement plus régulier avec l'application Vocalise. Comment ça marche ? Que propose cette application ? Alors, c'est extrêmement simple. Vous téléchargez l'application, donc Vocalise, vous enregistrez et ensuite, on va vous proposer un test de votre voix qui va vous permettre de comprendre le timbre de votre voix, la fréquence de votre voix, si vous êtes grosso modo alto, soprano ou basse. Vous pouvez refaire ce test régulièrement et ça vous permet de voir comment votre voix se positionne. Ensuite, il y a un certain nombre d'exercices qui vous sont proposés tout à fait librement, si vous avez envie d'y aller librement. Mais si vous revenez régulièrement, en fait, la première chose que va vous demander l'appli, c'est comment vous sentez-vous avec votre voix aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est fatiguée ? Est-ce qu'elle est en forme ? Est-ce qu'elle est très en forme ? Donc, en fonction de comment votre voix se sent, eh bien, l'appli va vous proposer certains exercices. Quel type d'exercice, par exemple ? Par exemple, typiquement, si vous dites aujourd'hui ma voix est fatiguée, les premiers exercices qui vont être poussés, ça va être des exercices plus en lien avec la détente. En revanche, si vous dites aujourd'hui ma voix est super patate, alors là, on va vous proposer des vocalises. Tout simplement. Vous avez poussé encore le travail sur cette application avec une analyse du discours. Oui, absolument. Alors, la voix, ok, le discours. Pourquoi ? Alors, en fait c'est une analyse. Alors, on est dans la prosodie, mais on est dans la prosodie toujours avec la tonalité de la voix. Donc, on est sur les pauses, on est sur le rythme, on est aussi sur sur le timbre qu'on va donner et en fait sur le fait de pouvoir travailler sur l'irrégularité pour être plus impactant dans sa façon de parler. Donc c'est à la fois une appli qui permet d'analyser le discours, de travailler sur sa posture, sur sa tonalité, sur sa fréquence, mais également d'aller plus loin en travaillant sur les pauses, par exemple, sur la rapidité du débit, sur les intonations. Et alors avec effectivement ces nouveaux exercices, là on a 4 nouveaux exercices qui viennent de sortir. On peut s'entraîner notamment pour comprendre la fréquence de sa voix et la moduler avec des exercices tout simples, en lisant des textes qui sont des textes très connus. Alors on a par exemple, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Et l'appli nous donne quasiment en temps réel, en fait, on enregistre sa voix et ensuite on peut voir la fréquence de sa voix enregistrée et ça permet ensuite de retravailler pour pouvoir mieux moduler et puis se faire du bien, bien sûr. Alors vous avez travaillé avec les équipes de l'IRCAM et d'IRCAM Amplify. Comment ça marche quand on vient les voir en disant voilà, on a cette idée, racontez-nous. Alors comment ça marche ? C'est très simple. On sait que l'IRCAM a des équipes de chercheurs qui sont à la pointe de la technologie. Nous, on arrive avec nos besoins de prévention, avec nos partenaires orthophonistes, puisqu'on travaille aussi évidemment avec la Fédération française des orthophonistes sur ce projet-là, avec cette idée, ce rêve un peu, de dire mais on aimerait un coach vocal. Et puis là, on a les chercheurs de l'IRCAM qui nous disent « mais oui, c'est possible, on va vous aider avec la brique technologique qui va permettre de personnaliser, d'accompagner les usagers de cette application ». Vous remplacez les orthophonistes ? Surtout pas, bien entendu. C'est surtout pas ça la question. D'ailleurs, les orthophonistes sont les premiers prescripteurs de cette application.
Donc en fait, il s'agit surtout de venir en complément. Et d'ailleurs, quand vous allez, je suis sûre que vous l'avez peut-être déjà fait, vous allez le faire. J'ai même eu des surprises sur la tonalité de ma voix. Je n'imagine pas. Et voilà, on apprend à mieux se connaître aussi. Mais on voit aussi qu'à chaque écran, quasiment, il est recommandé, en cas de souffrance vocale ou de difficulté, de contacter un spécialiste. Donc ça vient bien en complément. C'est bien finalement de l'éducation, du coaching individualisé, autonome, mais surtout, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir ou un orthophoniste ou un ORL, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez des profils de personnes qui utilisent cette application. Vous parliez des professeurs, des enseignants, et évidemment, leur voix est très sollicitée. Oui. Mais vous avez analysé ça ? Oui, tout à fait. Alors, on a analysé ça et on a vu, si vous voulez, alors on a à peu près 100 000 visiteurs de l'appli par an, 35 000 téléchargements, 5 000 utilisateurs qu'on appelle nos fans, parce qu'ils reviennent vraiment très régulièrement, donc on sait que ça les aide. Et sur le profil de nos utilisateurs, on a beaucoup d'enseignants, on a aussi des professionnels de santé, on a également des artistes, des journalistes. Voilà. Et on a pas mal aussi d'étudiants qui ont ce temps-là à consacrer au travail sur leur voix et qui, on l'espère, vont prendre de bonnes habitudes pour leur avenir professionnel, notamment les étudiants, les futurs enseignants-chercheurs, mais également les étudiants des IFSI, des IFAS, qui sont donc nos futurs professionnels de santé, parce qu'on sait que pour eux aussi, le travail sur la voix, ça va permettre notamment de trouver des timbres pour rassurer les patients, pour rassurer les familles de patients. Et donc, ça peut avoir un impact très positif aussi sur la relation aux familles et aux patients. Dans les retours que vous avez en tant que mutuelle de santé, vous constatez ces problèmes de voix, c'est grandissant, c'est important, c'est peut-être pas assez pris en compte encore ? Alors oui, c'est grandissant. Alors en plus, avec le Covid et le masque, il y a une nouvelle dimension qui est arrivée sur la voix. Ce qu'on constate aussi, par exemple, quand on est enseignant, si on ne connaît pas sa voix, si on ne sait pas la maîtriser, ça peut aussi avoir des impacts sur sa confiance en soi, sur le fait de ne pas être écouté en classe, par exemple, sur le fait qu'il y a du bruit. Donc en fait, l'entrée dans la voix, ça permet aussi, l'entrée par la voix, ça permet aux enseignants de capter leur auditoire, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, et on voit que ça, évidemment, avec tous les problèmes de société actuelle, ça prend une ampleur encore plus importante. Donc, ce type d'appli est extrêmement importante. Il y a aussi l'usage de la voix en visio, parce que ça aussi, ça a changé depuis 2 ans. Il y a le masque, il y a tous ces séminaires, toutes ces visios, avec parfois, on n'a pas tous le matériel pour avoir la bonne voix ou bien écouter, etc. Ça joue aussi, forcément, ça fatigue. Alors, ça joue aussi, ça peut fatiguer. Pardon, c'est pas forcément la voix que ça fatigue en premier. Quand on est toute la journée devant un écran, on voit que ce qui est le plus compliqué, finalement, c'est la posture. Donc, c'est vraiment les troubles musculo-squelettiques. C'est les yeux, puisqu'on est toute la journée devant un écran et parfois, on ne va pas regarder derrière l'écran, etc. Donc, il y a aussi ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis, sur la voix, là aussi, on retrouve la question de capter son auditoire, de raconter des histoires différemment. Puis, il y a aussi la question du type de présentation qu'on va faire qui va avoir un impact. Eh bien, en tout cas, merci. Je vous invite donc à télécharger l'application Vocalise, très belle initiative de la MGEN. Oui, la technologie fait du bien. Absolument. Merci Mélusine Harlet, directrice de la prévention de la MGEN. Merci à vous.
Comment amplifier la voix grâce à la synthèse vocale? L'artiste De Laurentiis s'est prêtée à l'exercice il y a quelques jours. Elle a interprété un de ses titres accompagné d'un chœur virtuel ici dans les studios de l'IRCAM. Écoutez et regardez la démonstration de cette technologie mais aussi la performance artistique. I always had the voice, but now I am a singer. The audience grows silent when I open up my mouth. I sing about my loneliness, and in return they sing me. Le chœur virtuel est un outil qui est intéressant à utiliser en live parce que tout ça, ça se fait en temps réel. Donc ça part de ma voix unique et de cette voix, elle est décuplée elle peut aller jusqu'à 21 voix. I sing about my loneliness, and in return they sing me. As if I were a poet, or some legendary mind. They wonder what I'm doing out there on the stage. Et ce qui est génial avec le chœur virtuel, c'est que vraiment, quand je dis que c'est très réaliste, c'est que ça reproduit toutes les inflexions du timbre, toutes les intentions, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la voix va être reproduit dans le chœur. On a vraiment la sensation d'être accompagné par un vrai chœur. They stare at my posture and say I speak so well. I sing about my loneliness, and in return they thank me. I've never meant to be a singer, but I'm slowly getting used to the idea. Là, en fait, je l'ai utilisé avec les gants qui ont été développés par Imogenip, les gants Mimu, qui sont en fait des contrôleurs MIDI. Alors là, par exemple, sur la main gauche, j'avais assigné les accords. Donc les mouvements que je fais, les positions que je fais avec la main gauche déterminent les accords. Et avec la main droite, ça détermine, par exemple, l'intensité du chœur. Moi, je passe mes journées dans mon studio, dans mon laboratoire, à justement chercher des sonorités, des nouveaux outils, des nouveaux effets, et vraiment essayer de repousser les limites de la voix humaine, quoi. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette voix quand on utilise la synthèse? J'essaie un truc. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'IRCAM ouvre ces bijoux qui sont en train de fabriquer au grand public, à des artistes qui ont envie de les utiliser. Par exemple, moi, pour le live, pour ma performance scénique, et aussi en studio. They just try to understand me, and I see
La synthèse vocale au service de la création avec De Laurentiis et le chœur virtuel, un très joli moment enregistré ici à l'IRCAM il y a quelques jours pour ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie 2022. De Laurentiis qui sera en showcase au We Are à Paris à partir le 10 février prochain. Elle sera également sur scène en juin à Paris et les dates vous seront communiquées prochainement. Voici qui nous amène tout naturellement à un nouveau chapitre, les nouvelles expériences sonores.